propose une nouvelle interview, celle de Jean-Baptiste Maupas-Oudinot, qui est directeur de la BU Divertissement à la Française des Jeux. Ensemble, on va voir comment le groupe justement de la Française des Jeux intègre le Web 3. Bonjour Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, l'éternel, première question. Quelques mots sur vous, qu'on en apprenne un petit peu plus, et puis le contexte de la Française des Jeux. Alors sur moi, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Baptiste Maupas-Oudinot, je travaille à la Française des Jeux. Je m'occupe d'une business unit qui s'appelle Business Unit Divertissement. Et mon objectif avec mes équipes, c'est d'explorer et de construire de nouvelles activités pour le groupe FDJ. Donc des activités qui sont pas dans son cœur de métier, mais qui ont un sens par rapport à nos savoir-faire, à ce qu'on peut apporter. Donc par exemple, on a lancé une activité d'e-sport sous la marque Encover. On organise des tournois d'e-sport, que ce soit en physique ou en ligne. On a lancé une application de loterie gratuite qui était entièrement financée par la publicité. Et là, je m'intéresse au sujet du Web 3, dont on va parler là maintenant. Alors pourquoi c'est important justement pour la Française des Jeux, tout ce sujet autour du Web 3, des NFT? Il y a le sujet du Web 3 NFT, nous déjà on a un enjeu d'exploration et de bonne compréhension de ces usages qui sont en train de se créer. C'est l'appellation Web 3, elle est porteuse d'une idée de nouvelle génération de web. Alors, est-ce qu'elle va advenir? Comment est-ce qu'elle va advenir? Honnêtement, le rythme d'adoption et de ce type d'usage est très incertain. Ça, faut le prendre en compte dans l'équation. Après, ce qui est intéressant, c'est que je pense dans cette évolution du web, elle repose sur des fondamentaux technologiques qui sont solides. Je pense particulièrement à toutes les notions de décentralisation, qui en termes de transparence des données, en termes d'intégrité, en termes de sécurité, apportent justement, des vrais. C'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme. Voilà. Et vous avez aussi toutes les notions de tokenisation. Donc cette notion de propriété qui me permet de posséder en fait des objets ou des biens virtuels, et une notion d'interopérabilité aussi derrière cette tokenisation. Donc si vous voulez, ces fondamentaux technologiques, ils sont porteurs de nouvelles possibilités et je pense qu'on pourra avoir justement vraiment des nouvelles applications, des nouveaux cas d'usage qui vont se développer. Voilà. Et cette évolution, elle est d'autant plus intéressante, je pense, pour le groupe Français des Jeux que ce Web 3, il a déjà pris finalement une réalité assez tangible dans le secteur du jeu, qui était un secteur où justement, où les biens virtuels, cette notion-là existait déjà. Oui, on peut s'acheter des skins, des accessoires dans ces jeux vidéo. Exactement. Et donc, si vous mettez une couche de Web 3 par-dessus, et donc ce dont je viens de parler, notamment cette token, et ben ça donne une dimension complètement nouvelle. On avait parlé aussi lors de la préparation de jeux numériques monétisables. Quelques mots là-dessus? Oui. Alors justement, les jeux numériques monétisables, on va en parler, mais c'est en fait avec ce sujet de propriété de biens virtuels et cette capacité du coup aussi à le revendre. Donc on introduit dans les jeux une notion de gain. Et ça, effectivement, ça change beaucoup le paradigme parce que ça vient jouer sur les frontières entre le jeu vidéo et le jeu d'argent et pour créer quelque chose qui est assez nouveau. Quelque chose d'hybride, mais on est quand même dans une ère d'hybridation totale. Tout à fait. Alors, quel est le public visé justement dans toutes ces réflexions autour du Web 3? Est-ce qu'on est sur la Gen Z ou pas forcément? Est-ce qu'on est sur vos clients déjà natifs, on va dire de la Française des Jeux de façon classique? Qui c'est que vous ciblez et pour répondre à quelles attentes? Alors, quelles attentes? Toute l'idée, ça va être justement ces nouveaux usages et ces nouvelles capacités, elles vont créer aussi, elles vont soit créer des nouvelles attentes, soit répondre à des attentes qui étaient pas exprimées forcément de matière. Voilà. Et un exemple, je pense, qui est très, très intéressant sur ce segment dont on vient de parler, qui est le segment du jeu, c'était l'émergence
des play to earn. Donc c'était une nouvelle génération de jeux. Play to earn, jouer pour gagner, et earn au sens gagner financièrement. Avec du coup une promesse, notamment pour toutes les cibles de joueurs de jeux vidéo, etc., qui y passent du temps, où il va falloir payer pour profiter de cette expérience et profiter du divertissement qu'on vous offre. À Play to Earn, votre temps de jeu, votre progression va être récompensée et vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc là, on voit bien finalement une promesse qui est complètement différente et qui donc va s'adresser à un public plutôt jeune, à un public qui est intéressé par ce type de jeu. Alors derrière cette promesse, il y a évidemment une limite. Hein. C'est que ces jeux play to earn, pour gagner des choses, ils nécessitaient évidemment souvent un investissement de la part des joueurs au départ. Oui, en termes de ressources, oui. On n'est pas sur un public historique. On est beaucoup plus sur un nouveau public jeune qui est prompt à adopter ces nouveaux usages, ces nouvelles technologies. Et je pense qu'aussi, nous, en tant que groupe, on va avoir aussi un enjeu, et tous les acteurs du Web3, de démocratiser progressivement justement toutes ces technologies-là. Ces différents usages. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs, justement? Qu'est-ce qu'il y a en projet à la Française des Jeux autour du Web3? Alors, on a plusieurs axes de recherche. Je pense qu'il y a une illustration vidéo qui pourra passer pendant que je parle. Je vais vous parler plutôt de deux choses là qui vont voir le jour relativement prochainement. Tout d'abord, on s'est intéressé au sujet du métaverse. On avait acheté une parcelle au sein du métaverse de Sandbox. Et donc là, on a développé une première expérience, qui est une expérience ludique de jeu, qui est gratuite. Et le but, c'est vraiment d'approcher et de bien comprendre ces nouvelles communautés qui se forment autour de ces univers. C'est ce qu'on voit un peu là derrière Exactement. nous. Ouais. Donc là, on est vraiment dans une logique d'appréhension de ces communautés, et je pense qu'on en parlera. Il y a une logique communautaire très très forte en fait aussi derrière l'univers du Web3. Un deuxième sujet, je vous laisse profiter du métaverse pendant ce temps-là. Un deuxième sujet sur lequel nous travaillons, justement, c'est un projet de jeu. C'est un projet de jeu qui s'appelle Ultimate Numbers, et donc c'est un jeu où on pourra acheter ces objets numériques, acheter des NFT, des non-fungible tokens, acheter ces objets numériques qui vont vous permettre de participer justement à différentes expériences qu'on va proposer et espérer remporter aussi justement d'autres biens numériques qui ont une valeur réelle, tangible, fixée par le marché en réalité. Donc voilà, ces projets-là, on les prévoit justement pour fin d'année et début d'année prochaine, en fonction aussi de la clarification du cadre réglementaire qui est associé à cet univers. On va en parler juste là dans quelques instants. Juste qu'on revienne sur ces deux axes, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez cette démarche d'aller déjà sur des environnements qui existent, et c'est ce qu'on disait un peu hier justement avec la représentante de Twitch, qui disait finalement les marques sont accueillies à bras ouverts du moment qu'elles respectent les codes, qu'elles sont dans l'honnêteté, la transparence, et en même temps cette proposition de jeu où vous là vous êtes force de proposition, vous invitez à nouveaux usages, donc il y a bien quand même cette activation de ces doubles leviers. Tout à fait, il y a ces deux leviers. Le premier, vous l'avez dit justement, le métaverse, on est sur des communautés existantes et donc on est bien sur comment est-ce qu'on va s'approprier ces codes et bien les comprendre. Et on est humble là-dessus, hein. Il y a une vraie logique d'apprentissage. On est dans une démarche pionnière. On est dans une démarche pionnière, je l'espère en tout cas, je l'espère. Et peut-être justement pionnière aussi, c'est vraiment le cas aussi pour l'exemple de jeu, où là on est sur des choses où ce sont vraiment des modèles qui restent à inventer. Il y a déjà eu d'autres choses qui ont été construites, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Et là, il y a toute une réinvention du business model qui est à appréhender. Alors, vous l'avez évoqué, on est dans une démarche assez innovante, mais ça nécessite justement d'être assez précautionneux en termes de démarche d'un point de vue juridique, réglementaire. Il y a quand même des points d'attention où on n'avance pas comme ça. Oui, alors juridiquement, et là on va continuer, notamment sur le jeu, parce que sur le Web3, le panorama juridique est très très large. Je vais peut-être rester focalisé sur le jeu que vous développez. Sur le jeu et sur les problématiques de jeu. Ultimate Numbers. Quand on introduit une espérance de gain au sein d'un jeu, c'est ce que je vous expliquais, en fait on joue entre la frontière entre le jeu vidéo et le jeu d'argent.
Et le jeu d'argent, il y a une régulation tout à fait particulière qui régit ce monde-là, qui est une régulation sévère, en fait, de prohibition par principe. C'est-à-dire que tout est interdit sauf ce qui est spécifiquement autorisé. Donc c'est quand même une législation très protectrice, c'est dans le sens de la protection du consommateur par rapport aux risques que peuvent induire ce type d'activité. Et donc quand vous réunissez 3 critères, l'offre publique, c'est-à-dire que c'est accessible au grand public, un sacrifice financier, qui est un sacrifice financier qui intervient pendant votre process ou de jeu ou de vente, et l'espérance d'un gain, justement. Quand vous réunissez ces 3 critères-là, vous êtes un jeu d'argent. Et donc, si vous êtes un jeu d'argent, il faut être autorisé, et les cases d'autorisation sont très très minces. Justement, il y a des activités qui sont en monopole, d'autres qui sont autorisées sous licence. Donc, le Web 3, il est venu interroger justement cette régulation. Et le gouvernement, là on est vraiment sur un sujet d'actualité, le gouvernement est en train de légiférer sur le sujet, justement pour pouvoir proposer un territoire d'innovation et pour pouvoir à l'innovation de s'exprimer. C'est l'article les débats parlementaires ont commencé aujourd'hui. C'est la loi sur la sécurisation et la protection de l'espace numérique. Et donc au sein de cette loi-là, vous allez trouver un article qui parle des JONUM, les jeux à objets numériques monétisables, et qui donc vont venir fixer les règles que doivent respecter ces jeux-là pour rentrer dans le cadre de la régulation. Donc oui, il y a une attention juridique très particulière à apporter, et on est dans un cadre qui est vraiment en construction, puisque je vous dis, il est débattu aujourd'hui. Donc nous, on est évidemment très en attente de ce cadre-là. D'une part, pour voir justement qu'est-ce qu'on pourra lancer, et après, on est aussi soucieux que ce cadre-là, il soit cohérent avec la régulation des jeux d'argent, qu'il soit protecteur du consommateur. Il y a des sujets qui, pour nous sont très importants, qui est le jeu des mineurs. Comment est-ce qu'on protège les mineurs d'offres justement où on peut jouer et gagner de l'argent, les sujets bien évidemment d'addiction, les sujets de fraude et de blanchiment d'argent. Donc il faut un cadre qui permette l'innovation, mais qui permette aussi la protection du consommateur. Et donc on verra ce que ça donne. Alors peut-être une dernière question. Le but ultime, c'est quoi? C'est quand même de recréer du lien émotionnel, de l'attachement, de l'engagement. Il y a toutes ces notions-là, en fait. Il y a toutes ces notions-là. Dans ce type de jeu, je pense que le rapport au jeu va être complètement changé. Parce que vous investissez de l'argent qui a une valeur. Donc on s'implique. Donc on s'implique. Donc le rapport au jeu s'en trouve complètement changé. Ça apporte aussi, justement pour les gens qui vont le créer, une responsabilité différente et des modèles qui sont complètement différents. On sort des équations traditionnelles qui existaient notamment dans le jeu mobile, où vous regardiez le coût d'acquisition d'un client et combien est-ce qu'il va vous rapporter pendant sa durée de vie. Et si vous aviez réussi à résoudre cette équation-là, eh ben vous pouviez acquérir des clients en masse puisque chaque client vous faisait gagner de l'argent. Là, on se retrouve dans des économies où on va émettre justement dans des nombres qui sont mesurés des biens virtuels qui ont une valeur, qui pourront s'échanger entre les joueurs. Donc là, on va avoir un engagement de la communauté qui est complètement différent. Et puis sur une temporalité aussi différente. Parce que là, on est dans le temps du joueur, mais le temps potentiellement d'un autre joueur avec qui on va donner son objet virtuel. Enfin... Ben vous avez plus que raison. Faut éviter d'ailleurs de tomber dans des travers. Alors c'est ce qu'on a vu en fait ces dernières années, où il y a eu beaucoup de jeux qui fonctionnaient en réalité sur des mécaniques de Ponzi, où on émettait peu de NFT. Les premiers voyaient leurs biens virtuels prendre de la valeur, ils étaient rachetés, après ils en émettaient en nombre limité, et donc ça continuait à monter, jusqu'à ce que s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a pas d'expérience, si vous ne construisez pas un engagement réel, et ben du coup à un moment tout s'effondre, et comme dans les pyramides de Ponzi, en fait tous ceux qui ont encore des biens se retrouvent avec rien. Donc ça, ce sont typiquement des risques dans lesquels on ne doit pas tomber. Il y a des sujets justement d'équilibre entre les anciens joueurs et les nouveaux joueurs. Donc il faut trouver des modèles économiques qui sont complètement différents de ceux qu'on a, avec une notion d'intégration et de lien avec la communauté qui est lui aussi complètement différent. Oui, on a parlé beaucoup pendant ces 2 jours du conversationnel, mais aussi de l'expérience. Donc comment finalement aussi les promesses de gains qu'on va amener vont être de l'ordre de l'expérientiel, de choses que l'on pourrait peut-être pas forcément s'acheter ou auxquelles on n'a pas accès. Alors ça c'est tous les sujets.
ça c'est tous les sujets des biens qui seront autour effectivement de l'expérientiel. En fait, ça dépend beaucoup de ce on qui n'a est pas le droit de dire autorisé ou pas encore. autorisé. Parce que toute la question, c'est de savoir si on va aller là. Après, tous les tokens, tous les tokens qui sont, ils peuvent aussi apporter des droits à l'intérieur du jeu. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Justement, les biens virtuels, ils ont un intérêt dans l'univers que vous allez créer, peut-être aussi dans des univers d'autres jeux avec des partenaires. Et ça, c'est des choses qui restent à construire. Oui, parce que ça peut être un outil sur un Fortnite. Enfin, j'extrapole, mais complètement, mais une hache ou autre chose. Enfin, des choses qui vont nous permettre aussi d'avancer dans d'autres univers gamifiés, parce que vous l'avez dit, ça allait aussi chercher ces communautés qui sont habituées à ces codes de jeu, de gamification, etc. Oui. Pour nous, c'est très intéressant. Le lien avec les communautés, je pense que toutes les marques, elles cherchent à construire des relations clients qui sont fortes. Mais là, on est dans une approche communautaire qui est particulièrement forte, qui est structurée aussi autour de nouveaux outils. Je pense Twitter, mais surtout aussi Discord, qui est un réseau social autour du jeu, où là, on est dans des interactions permanentes avec notre communauté, et c'est très très intéressant, parce qu'en fait, on commence même à créer ces communautés-là en amont du lancement du jeu, où on commence à présenter ce qu'on va faire. Dès ce moment-là, on commence déjà à avoir des actions et des interactions avec les clients, et plus tard aussi au fil du jeu, ces interactions, elles vont continuer à se poursuivre, et donc elles permettent justement à la communauté d'interagir entre elles, mais aussi avec nous, et c'est ça qui est intéressant justement pour bien s'aligner sur leurs attentes. Eh bien, Jean-Baptiste, merci. On arrive à la fin de notre temps. On se donne rendez-vous donc en fin d'année pour tester votre espace dans Sandbox, mais surtout Ultimate Numbers, donc à venir là pour la fin d'année. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci.